Au sommaire de ce journal, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, renvoie son influent chef de l'état-major. Au Mozambique, le gouvernement qui prévoyait une production de 120 000 tonnes de noix de cajou a battu un record avec près de 137 000 tonnes produites. Le Kenya subit présentement une grave sécheresse qui affecte tout l'élevage du pays. Et en sport, le Real Madrid reste en lice pour devenir la première équipe à gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur Béni TV. Débutons par l'actualité africaine avec le Nigeria qui compte créer une compagnie nationale aérienne comme annoncé par le ministre de l'Aviation. C'était une promesse du président Muhammadu Buhari lors de sa campagne électorale. La compagnie aérienne nigériane devrait bientôt voir le jour. Le ministre nigérien de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé le 3 mai qu'un projet de création d'une compagnie aérienne nationale avait été approuvé par le gouvernement. Aujourd'hui considéré comme un frein au développement économique du pays, l'État fédéral qui veut faire de son pays un hub ouest-africain a décidé de se doter des moyens afin de créer sa compagnie aérienne nationale et de développer ses infrastructures aéroportuaires. Posséder une compagnie aérienne nationale s'accompagne avec des avantages que nul ne peut ignorer. Premièrement, c'est une chance pour nos citoyens qualifiés de trouver de l'emploi. C'est également le moyen de leur fournir la formation requise dans le domaine. Sur le plan économique, ça nous aidera à augmenter nos revenus, en plus de ceux provenant du secteur maritime. Ce sont là des exemples en plus de la fierté nationale de posséder une compagnie aérienne nationale. Le Conseil des ministres du 3 mai 2017, dirigé par le vice-président Yemi Osinbajo, a fixé le budget de ce projet à 1,52 milliard de naira. Un groupe de 6 entreprises, dont l'allemand Lufthansa, accompagneront le gouvernement fédéral dans la création d'une compagnie aérienne nationale, d'un hangar de maintenance et la formation d'équipes qui géreront les différents aéroports du pays. Le gouvernement devrait vraiment se concentrer sur l'industrie aéronautique pour s'assurer que les lois soient celles en vigueur actuellement, ce qui nous permettra de hisser l'aviation nigériane sur la carte mondiale. Si ce projet voit le jour, il pourrait considérablement accroître l'économie nigériane et permettre au pays de récupérer sa place de première puissance économique africaine. Notons que l'État nigérian n'en est pas à sa première tentative. En août 2015, le président Muhammadu Buhari et son gouvernement avaient réuni un comité chargé de relancer la compagnie nationale Air Nigeria, créée en 2010 mais qui avait déclaré faillite en 2012 avec une dette de 35 milliards de naira. Malheureusement, 10 mois plus tard, le projet a été avorté pour cause de détournement de fonds. Au Mozambique, alors que le gouvernement prévoyait une production de près de 120 000 tonnes de noix de cajou, celle-ci a battu un record avec plus de 137 000 tonnes de production au terme de la campagne 2016-2017. C'est une production record qui a été enregistrée au Mozambique. Au terme de la campagne 2016-2017, le pays a effectué la plus grosse production de noix de cajou depuis plus de 30 ans. Alors que l'Institut national de l'anacarde prévoyait une production de 120 000 tonnes, 17 000 supplémentaires ont été récoltés, générant des recettes qui atteindraient 23,1 millions de dollars. Nous avons amélioré nos mesures de sécurité contre la contrebande et travaillé en étroite collaboration avec les agriculteurs dans la pulvérisation d'arbres et l'attribution des semences. L'augmentation de la production de noix est également due à la répartition de la pluie qui a été plus équilibrée. Dans les années 70, le Mozambique était le plus gros producteur mondial de noix de cajou, avec une production annuelle de 216 000 tonnes. Suite à une succession de crises, le pays a dû mettre en place de nombreuses mesures afin de relancer la production d'une de ses principales sources de revenus. Le Mozambique va reprendre, il a de fortes chances de reprendre sa première place, mais cela pose un autre problème de la transformation et de la qualité des revenus qui seront générés. Parce qu'une chose est de produire en quantité, mais la réalité du monde est telle que ce n'est pas la production primaire, ce n'est pas tel que les noix sont produites à la base qui génère le plus de revenus. En 2015, le gouvernement mozambicain annonçait son objectif de passer des 80 000 tonnes de noix de cajou à 200 000 en 3 ans. La province de Nampula, qui compte environ 14 millions d'anacardiers, est la région de production la plus importante du Mozambique. Celle-ci devrait accueillir au terme de cette campagne une usine d'extraction d'huile à partir de la coque de l'anacarde.
Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a procédé au renvoi de son influent chef d'état-major. Le général Paul Malong, considéré depuis longtemps comme un nationaliste, a été remplacé par un militaire de carrière. Suivant ce reportage. Un nouveau chef d'état-major au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a décidé de décharger Paul Malong de ses fonctions mardi après que plusieurs hauts responsables de l'armée ont démissionné alors qu'ils accusent le pouvoir d'entretenir des discriminations sur la base ethnique. Le ministre de la Défense, Kol Manyanjuk, a annoncé que le président a décidé de nommer le général James Adjong comme nouveau patron de l'armée. Selon l'agence Reuters, le chef d'état-major sortant a été mis au courant de cette décision il y a un mois. Aussi, le gouvernement de Juba rassure que ce changement ne devrait avoir aucune incidence sur la paix et la sécurité dans le pays. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile meurtrière depuis 2013 sous fond de querelles ethniques et de lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Le conflit a fait plusieurs milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés selon les organisations humanitaires. Un groupe de 500 migrants a été stoppé au large des côtes libyennes. Une ONG qui estime que la Libye n'est pas un pays sûr avait voulu récupérer les migrants afin de les protéger. Près de 500 migrants ont été interceptés par les gardes-côtes libyens mercredi au large de la ville de Sabrata alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre les côtes italiennes. Ils ont été appréhendés à la suite d'une altercation avec une ONG allemande qui voulait les récupérer afin de les soustraire à la Libye, qui, à son avis, n'est pas un pays sûr. Comme l'explique ici cet officier de la marine libyenne. Les personnes arrêtées viennent de Tunisie, de Syrie, d'Égypte, du Bangladesh, mais surtout du Maroc avec 277 migrants originaires de ce seul pays. Les ONG opérant en Méditerranée sont depuis quelques semaines sous le feu des critiques en Italie pour leur complicité présumée avec les passeurs qui opèrent en Libye. Les rescapés de ce mercredi ont été conduits sur la base navale du Tripoli où une assistance humanitaire leur est fournie par le Croissant Rouge libyen et par des membres de l'Organisation internationale pour les migrations. Pour les migrants comme cette femme, l'histoire est toujours la même. Originaire de Syrie, elle dit essayer de rejoindre l'Europe à partir de la Libye depuis 6 mois pour y retrouver ses enfants après avoir éprouvé des difficultés à s'en sortir dans des pays comme le Liban, l'Égypte et le Soudan. Les mouvements sociaux en Tunisie ne devraient pas empêcher l'exploitation des sites de production selon le président Saïd Essebsi. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi ne voudrait pas que les mouvements sociaux empêchent l'exploitation des sites de production. Aussi a-t-il décidé de déployer dorénavant l'armée nationale pour les protéger. Ce sera la première fois que la Tunisie déploie des militaires dans les installations industrielles essentielles, selon le gouvernement, à la bonne marche du pays. Et le président de la République est le premier à reconnaître qu'il s'agit d'une décision grave dans un état de droit où la liberté de manifester est garantie. Mais les manifestants ne doivent pas arrêter la production. On a quoi? On a le phosphate, un peu de gaz et de pétrole et le tourisme. On a l'agriculture, on a l'huile d'olive et les dattes. Le gouvernement d'union en Tunisie conduit par Youssef Chahed est confronté à une grogne sociale croissante. Et les manifestants n'hésitent pas à bloquer certains sites de production. Une situation qui risque de compromettre l'objectif du gouvernement de relancer la croissance cette année, après une année 2016 où la Tunisie n'avait pas pu faire mieux que d'afficher un taux d'1%. Le Kenya est affecté présentement par une grande crise qui affecterait l'élevage. Face au spectacle désolant d'une savane flétrie et des rivières taries, des fermiers tentent tant bien que mal de secourir la population. Patrick Mwelwa parcourt plus de 70 km pour apporter de l'eau et un peu d'espoir dans la région de Tsavo au sud du Kenya. Contrairement aux autres qui vendent l'eau dans les zones résidentielles touchées par la sécheresse, Patrick, lui, vient plusieurs fois par semaine pour permettre aux éléphants et aux buffles de boire.
En tant que Kényan, je ne vois pas les gens s'impliquer pour aider les animaux, surtout les animaux sauvages. Et j'avais dit que quand je serai grand, je ferai quelque chose pour la faune. Et maintenant, le temps est venu pour moi de passer à l'action. Cet agriculteur de 41 ans était hanté par le souvenir de la sécheresse de 2009 qui a causé la mort de 40% des animaux dans le parc national de Tsavo-Ouest. Alors que son initiative est considérée par beaucoup comme une solution temporaire, Patrick, lui, espère ne plus jamais voir d'animaux mourir. Lors de la dernière sécheresse, c'était tellement triste. Nous avons perdu beaucoup d'animaux, des petites antilopes, mais aussi des gros mammifères ici à Tsavo. Le Kenya subit une grave sécheresse depuis plusieurs mois qui a fortement touché sa faune, surtout dans le nord du pays. Le changement climatique et l'activité humaine ont affecté l'approvisionnement en eau. Les prochaines pluies n'apparaîtront pas avant le mois d'avril. Les défenseurs des animaux tirent la sonnette d'alarme et cherchent une solution sur le long terme. L'accent a beaucoup été mis sur le braconnage et la criminalité ces derniers temps. Mais le plus gros crime à l'heure actuelle est le manque d'eau à Tsavo. Alors si nous ne commençons pas à prendre soin de l'environnement autour de Tsavo, à nous préoccuper un peu moins du braconnage et un peu plus de la réhabilitation de l'environnement qui permettra de faire remonter le niveau d'eau, nous allons vraiment perdre tous nos animaux sauvages. Patrick a lancé un appel aux dons pour permettre le convoyage d'un camion-citerne. Une amie américaine a démarré une collecte sur un site de financement participatif pour rassembler 20 000 $. En 2 semaines, ils en ont déjà récolté plus de 200 000. Avec cet argent, Patrick compte acheter son propre camion et faire construire un réservoir d'eau dans le parc. 5 ans après leur dernière rencontre, les présidents russes et palestiniens se sont rencontrés en Russie. Mossoul a réaffirmé son soutien afin de trouver une solution face au conflit israélo-palestinien. Leur dernière rencontre remontait à il y a 5 ans. Le président palestinien Mahmoud Abbas a été reçu par Vladimir Poutine à Sotchi, dans le sud de la Russie. Une accolade chaleureuse et un soutien réaffirmé de la Russie à la solution des 2 États. Pour le chef du Kremlin, cela doit passer par un dialogue direct entre Israël et les Palestiniens. Le conflit israélo-palestinien ne peut avoir qu'une solution politique, une solution basée sur la négociation et sur le droit international. La coexistence pacifique des 2 États, la Palestine et Israël, est la condition préalable à une véritable sécurité et stabilité au Proche-Orient. Mahmoud Abbas, qui dit attendre bientôt la visite de Donald Trump, a quant à lui évoqué le lien entre l'extrémisme et l'impasse palestinienne. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est une responsabilité internationale. De notre côté, nous y sommes engagés et nous pensons qu'en donnant à notre peuple liberté et indépendance, le noyau de l'extrémisme sera rompu et que cela contribuera à établir les bases de la paix et de la sécurité dans notre région. Alors que des centaines de Palestiniens emprisonnés en Israël sont en grève de la faim depuis près d'1 mois pour protester contre leurs conditions de détention, les tensions dans les territoires occupés restent vives et les affrontements avec l'armée israélienne fréquents. Le pape François était attendu ce vendredi à Fatima, au Portugal, afin de célébrer le centenaire de l'apparition de la Vierge à 3 enfants. Regardez. Centaines de milliers de fidèles qui attendent impatiemment l'arrivée du pape François. Certains sont venus à pied de différentes régions du Portugal. C'est un sentiment très fort qui nous amène ici. C'était une promesse et c'était très difficile pour moi. J'ai beaucoup de cloques aux pieds, mais je l'ai quand même fait, je suis là. D'autres ont même passé la nuit ici malgré la pluie. J'ai passé la nuit sur l'esplanade, mon mari dans la voiture. C'est parce que je veux être aux premières loges pour voir le Saint-Père. Le pape vient célébrer le centenaire de l'apparition de la Vierge à 3 enfants lors de la Première Guerre mondiale. Marie leur aurait révélé un message jugé prophétique par l'Église catholique. 2 des 3 enfants sont morts très jeunes de la grippe espagnole. Ils seront canonisés par le pape pour l'occasion. Le souverain pontife est attendu en fin d'après-midi au lieu saint de Fatima. Au Portugal, pour 24 heures de pèlerinage, le pape a fait savoir qu'il priera seul vendredi à la chapelle des apparitions, puis il prononcera une prière publique depuis l'esplanade au pied de la basilique. Un déplacement sous haute sécurité, 6 000 policiers et secouristes sont mobilisés,
L'espace aérien surplombant le sanctuaire est fermé, le vol des drones interdit, tout comme la circulation des voitures aux alentours. Depuis mercredi, les contrôles aux frontières ont été rétablis. Même si le niveau d'alerte n'a pas été relevé, il s'agit d'un dispositif d'une ampleur inédite. Plus de 22 000 personnes ont été blessées dans le séisme qui a ravagé le Népal en avril 2015. 2 ans plus tard, de nombreuses victimes souffrent toujours de handicap. 2 ans après le séisme meurtrier d'avril 2015, le Népal continue de soigner ses blessés. Cette clinique, aménagée dans l'urgence à l'époque, n'a jamais cessé de fonctionner. On avait une salle de conférence, sans lit, sans rien. J'ai commencé à recevoir des patients par terre. Ensuite, j'ai ramené quelques matelas de chez moi et on a commencé comme ça. Le tremblement de terre, le pire du pays en 80 ans, a tué plus de 9000 personnes, fait 22 000 blessés et laissé de nombreuses personnes sans toit. Le système de santé népalais, déjà défaillant avant le séisme, a été complètement dépassé. Il n'y avait pas d'infrastructure pour faire de la rééducation ou des opérations dans la plupart des endroits touchés par le séisme. Donc juste après, les personnes qui avaient besoin de rééducation n'ont pas pu en bénéficier et ont souffert de raideurs articulaires ou de plaies infectées. Cet homme a contracté le tétanos à cause d'une simple coupure à la cheville pendant le tremblement de terre. Aujourd'hui, Krishna est paralysé. Il était guide en montagne avant la catastrophe. Ça me rend tellement triste. Parce qu'il travaillait dur pour nourrir sa famille et maintenant il est dans cet état. D'après un rapport des Nations Unies, une bonne prise en charge médicale aurait pu éviter un grand nombre de handicaps après le séisme. Aujourd'hui, ce sont des organismes privés et des ONG étrangères qui assurent le suivi des blessés. Je suis frustré de voir que des centaines de patients ont encore besoin d'être opérés et d'être suivis médicalement, et que notre gouvernement ne fait pas grand-chose. 3000 personnes seraient aujourd'hui handicapées de façon permanente à cause du séisme. Le gouvernement népalais promet des aides financières supplémentaires. En attendant, la clinique de Samrat est l'une des rares du pays à traiter des patients gratuitement, dans la durée. Elle est financée uniquement par des dons. Karachi, la mégapole pakistanaise, croule sous les ordures dont la gestion demeure un problème crucial. Pour faire disparaître ces ordures, on utilise le feu et cela fait aussi des victimes. Sur les lieux d'un accident tragique à Karachi. En janvier, une pile d'ordures a pris feu dans cette ruelle et les flammes ont englouti une partie de l'appartement de Mohammad. Son épouse et lui se sont évanouis dans leur chambre remplie de fumée. Leurs 3 enfants, eux, n'ont pas survécu à l'incendie. Les amis qui nous ont emmenés à l'hôpital m'ont dit que 2 de mes enfants étaient morts en route. Et le 3e, Abdulaziz, est mort au milieu du groupe de docteurs qui essayaient de lui sauver la vie. Ceux qui jettent leurs ordures n'importe où et ceux qui ne font pas leur travail pour les nettoyer, ce sont eux qui sont responsables de la mort de mes enfants. Qui d'autre ? Le drame de Shamin et Mohammad est la conséquence d'un problème qui touche tout Karachi. La mégapole de plus de 20 millions d'habitants produit plus de 12 000 tonnes de déchets chaque jour. Les autorités responsables de la gestion des ordures avouent être dépassées. Les organismes municipaux ne sont capables de traiter que 60% des déchets produits actuellement. Cela ne dépasse pas 60% en raison de l'éloignement des décharges, des embouteillages, des distances trop longues à parcourir et de la vétusté des véhicules. Les sceptiques assurent que la situation est encore bien pire à cause de la corruption et de l'incompétence des autorités. Résultat, les déchets s'entassent dans les rues. Certains habitants se trouvent obligés d'improviser et brûlent les ordures qui restent. Un système D lui-même dangereux. Lorsque vous brûlez des ordures, il y a du plastique qui brûle aussi, et ça émet des gaz toxiques qui sont cancérigènes.
Le gouvernement de la province a confié la gestion des déchets à des entreprises chinoises dans au moins 2 des 5 quartiers de la ville. Mais beaucoup pensent que ça ne réglera pas les sources du problème, une mauvaise gestion des déchets, un manque de recyclage et une population qui ne cesse de croître. Nous ouvrons la page sportive de ce journal avec le Real Madrid qui reste en lice pour devenir la première équipe à gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions depuis le Milan AC. Le Real Madrid reste en lice pour devenir la première équipe à gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions depuis le Milan AC en 1989 et 1990, après avoir éliminé l'Atlético en demi-finale malgré une défaite 2-1 lors du match retour. Zinedine Zidane sera lui le 2e entraîneur français à disputer 2 finales d'affilée. Vous savez à quel point c'est difficile et à quel point le chemin est long pour atteindre la finale. Alors le faire 2 années de suite, nous devons féliciter l'équipe pour avoir atteint la finale. Déjà battu par le Real en finale en 2014 et en 2016, la malédiction face aux voisins madrilènes se poursuit pour l'Atlético de Diego Simeone. C'est vraiment dommage. Nous avons besoin de grandir. La marche que nous devons gravir n'est pas petite, elle est énorme. Et nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous sommes capables de progresser, de faire mieux que ce que nous avons déjà fait. L'avenir est encourageant. Pour soulever pour la 12e fois la coupe aux grandes oreilles, le Real devra battre la Juventus, qui a mis fin au beau parcours de Monaco, le 3 juin prochain à Cardiff. En Algérie, de nombreuses jeunes femmes rêvent d'une carrière de footballeuse. Mais à la différence de Fatia, qui évolue aujourd'hui dans un club d'Alger, beaucoup d'entre elles doivent choisir entre le ballon rond et le mariage. Ces footballeuses s'entraînent pour un match de Coupe de la Ligue à l'ouest de la capitale algérienne. L'équipe Afak Relizane a été créée en 1997, en plein pendant les années noires. Une décennie de guerre civile pendant laquelle les groupes islamistes armés interdisaient tout sport féminin. Mais l'entraîneur et ses joueuses ne se sont pas laissés intimider. J'ai eu une conversation avec les joueuses pour savoir si elles voulaient continuer à jouer malgré les menaces. Elles ont décidé de jouer. Elles ont dit que si les femmes avaient pris les armes pendant la guerre d'indépendance, donc elles pouvaient jouer. Elles voulaient combattre cette menace. À 26 ans, Fatia joue aussi pour l'équipe nationale algérienne, comme 5 autres joueuses du club. La guerre est peut-être terminée, mais elle assure que les stigmatisations sociales n'ont, elles, pas pris fin dans cette société conservatrice. Partout en Algérie, les gens ont un problème avec les femmes qui jouent au football. Parfois, quand on joue à l'extérieur et qu'ils nous voient portant nos maillots, ils nous insultent et nous maudissent. Mais d'autres sont curieux et posent des questions. Ici, à Relizane, ils nous disent que nos victoires les rendent fiers, plus que l'équipe masculine. Certaines joueuses ont cédé à la pression et raccroché les crampons après s'être mariées, mais d'autres sont déterminées à continuer. Ils nous disent « Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi vous n'êtes pas dans la cuisine? Une femme doit y rester. Mais je ne fais que jouer au foot, je ne fais rien de mal. Leurs mots ne me blessent pas. Je sais que je ne fais rien de mal aux yeux de Dieu. » Ces dernières années, l'équipe féminine a gagné de nombreuses compétitions locales et régionales. Malgré leur succès, les joueuses ne sont pas payées et le club les aide à trouver un emploi. Elles reçoivent seulement $12 par victoire et le club n'a ni sponsor ni donateur, survivant uniquement grâce à la passion de ses joueuses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous refermons les portes de cette édition. À très vite.